Dans cet épisode, elle revient sur la construction de son identité, elle qui se définit comme une nomade sociale. Elle nous partage la femme qu'elle rêve de devenir à 50 ans et de son documentaire qu'elle est en train de réaliser sur les Arabes et les musulmans de France. Une conversation riche avec une femme passionnée et passionnante, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Inès Leonarduzzi. Bonjour Inès. Bonjour Renger. Je suis très contente de te recevoir sur Gathéméry. Moi aussi, je suis contente d'être là. Et du coup, on va commencer dans le vif du sujet. J'ai entendu une phrase que tu avais dite dans un podcast, je pense, de Génération Do It Yourself, où tu dis « J'ai pris conscience de mon arabité et de ma couleur de peau que très récemment ». Est-ce que tu peux m'en dire plus ? J'ai dit cette phrase parce que je me rappelle très bien le jour où ça m'a fait cet effet. J'avais recruté une jeune femme mauritanienne dans mon équipe. Et elle travaillait en face de moi tous les jours. Et dans l'environnement dans lequel on travaillait, on était les seules femmes de couleur. Et cette jeune femme est très racée, comme on dit, des cheveux longs et très frisés. Elle a la peau très bronzée, très foncée. Elle a une espèce de joie de vivre très typique de la Mauritanie parce que, par ailleurs, elle est née, elle a grandi là-bas. Et c'est vrai que dans un univers du luxe feutré, très homogène en termes de culture, ça dénotait. Moi, je trouvais ça fantastique, mais en fait, à travers elle, j'ai vu le regard des autres. J'ai vu le regard des autres se poser sur elle. J'ai même essuyé quelques réflexions. « Ah, c'est étonnant, cette jeune femme que tu as recrutée. Elle est intéressante. » Et c'était toujours des remarques, évidemment pas méchantes, mais qui avaient quand même le mérite d'être là, alors qu'on ne l'aurait pas dit si j'avais recruté une jeune femme beaucoup moins... typée. Oui, beaucoup moins singulière en réalité, qu'on voit pas souvent, surtout dans des univers comme l'art contemporain, le luxe. Et parfois, il y avait des regards un peu moins bienveillants, un peu plus marqués sur le plan même de la confiance. Est-ce que cette fille est compétente ? Est-ce que, est-ce qu'elle sait de quoi elle parle ? Il se trouve que cette jeune femme est toujours la fille d'un ambassadeur mauritanien, qu'elle était extrêmement lettrée, érudite, qu'elle écrivait un livre dans une des maisons d'édition les plus prestigieuses, tout ça à 22 ans, et qu'elle écrivait des poèmes, et qu'elle était en train de préparer une chronique pour France Inter en politique parce qu'elle était politiste de formation. Donc en réalité, elle avait de quoi rhabiller tout l'étage. Mais j'ai été heurtée par la manière dont elle a pu être mise en cause uniquement au faciès. Et j'ai vu à travers elle, c'est quoi d'être regardée quand on est arabe. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que c'est comme ça qu'on me regarde aussi ? Est-ce que moi, on me regarde pas comme ça parce que mon nom évoque moins mon arabité que j'ai par ma maman ? Il se trouve qu'elle avait aussi un nom et un prénom très marqués. Et très rare par ailleurs, donc on était vraiment dans la singularité. C'est ce que j'ai aimé chez elle. D'ailleurs, elle m'a dit quelque chose de fabuleux à l'entretien. Je digresse un peu, mais c'est très marrant. Donc elle fait un entretien parfait, à une culture générale impressionnante, une envie, une volonté. Elle s'est renseignée. Je lui dis pourquoi je devrais vous prendre vous plus que quelqu'un d'autre ? Elle me dit pour plein de raisons. Je dis je sais pas, une qualité. Elle me dit pour plein de raisons, avec beaucoup d'immodestie, tu sais, mais à la fois c'était très mignon. Et je lui dis je sais pas, un trait de caractère. Et elle me dit j'ai une excellente mémoire, ce qui fait de moi une très bonne menteuse. Ok. J'ai dit c'est brillant de dire ça. Elle me dit, pour bien mentir, il faut se rappeler de ce qu'on a dit un jour. Et elle me dit, je me rappelle de tout. Elle me dit, ça ne veut pas dire que je mens tous les jours, mais si je voulais, je mens très bien. Cet aplomb à 22 ans, et avoir réfléchi à ce processus-là, à cette gymnastique mentale, je me suis dit, cette fille, je l'avais plutôt dans mon équipe que dans l'équipe adverse. Ouais, complètement. Et si moi, je vois son génie, d'autres vont l'avoir, je préfère l'avoir de mon côté. Donc, bref, pour répondre à ta question, cette fille est une pépite, one in a million, vraiment. Et du coup, ça t'a fait quoi, toi, justement, le fait de prendre conscience de ton arabité
plus tard, parce que du coup, là, c'est quand tu es adulte, quand tu travailles, quand tu recrutes quelqu'un, pendant tout le temps d'avant, tu le voyais pas? Si, alors non. Alors c'est très étrange parce que j'ai souffert du racisme enfant. J'ai été violentée par des enfants de mon école. Ça a l'air de rien comme ça à l'école primaire, mais ramené à la taille, en fait, ça fait très mal, surtout quand c'est 20 élèves qui vous tombent dessus. C'est quelque chose que je raconte dans un autre épisode, un autre podcast. Mais en réalité, on se rend pas compte que c'est parce qu'on a une couleur de peau différente. Et pourtant, j'aurais pu m'en douter. On me donnait des surnoms type Madame Caca, tu vois, parce que j'avais une peau foncée. J'étais la seule avec une peau foncée. Mais même là, en fait, on sait pas mettre des mots enfant. Ouais, complètement. Tu vois, mon fils, il a 2 amoureuses, deux amies à l'école. Il a 4 ans. Il y en a une qui est très très blonde. il est chaud. Et une autre qui est noire. Et j'adore. C'est ce que j'aime le plus, c'est qu'il ne fait aucune différence entre les deux. Et ça, c'est fantastique. Un enfant, on fait aucune différence entre ça. Noir, juif, asiatique, blanc, chrétien, bouddhiste, ils s'en fichent complètement. Et ça, c'est fantastique. Ouais. Et je pense que je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas du tout été élevée j'ai été élevée dans une famille multiculturelle, où qu'on soit juif, musulman, chrétien, catho, c'était pas du tout une question. Et je crois qu'en fait, j'ai été de manière assez surprenante, préservée de me demander qui j'étais. Étant métisse, en plus, j'avais d'autres préoccupations. Et là, en ce moment, tu es en train de préparer un documentaire. Enfin, tu as plein de projets, mais particulièrement ce documentaire, qui traite des Arabes et de l'islam en France. C'est bien ça? Tu peux le pitcher mieux. Non, mais en fait, c'est très difficile à pitcher parce que les mots nous manquent. Et justement, un des enjeux de ce documentaire, c'est peut-être d'inventer des nouveaux vocables pour permettre de nouvelles narrations. Aujourd'hui, on est en manque d'espace pour écrire des narrations justes, réelles, qui s'approchent de la réalité. Tu vois, arabo-musulman. Alors, c'est un documentaire pour, du coup, répondre à ta question, qui va parler de la communauté arabo-musulmane en France. Je mets arabo-musulmane entre guillemets, parce que c'est un terme que je remets en question. Oui. Avec des chercheurs qui vont intervenir, des spécialistes, des linguistes, des historiens, des sociologues. C'est une expression que je souhaite remettre en question pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut proposer. Ça se trouve, non, il y aura rien à proposer. Mais ça m'intéresse de faire ce travail intellectuel. Parce que, par exemple, arabo-musulman, ça veut dire déjà la diaspora française et surtout nord-africaine, c'est pas vraiment arabe. On ne descend pas d'Arabie Saoudite. C'est ça. Si on essaie d'être précis. Du coup, tout ça est confusant. Il y a une part d'arabe, mais il y a aussi une grande communauté berbère qui ne se réclame pas de l'arabité. C'est ça. Et d'ailleurs, moi, je parle de mon arabité avec toi, mais ma mère est en réalité berbère d'Algérie. Donc, je ne suis en réalité pas vraiment arabe, même si on a hérité d'une culture arabo-musulmane, mais c'est pas vraiment la même chose. Bien sûr. Ensuite, combien même des Nord-Africains issus de l'immigration te diraient, moi, je me sens arabe, fine, c'est très bien, mais peut-être qu'ils sont pas musulmans, et j'en connais. Donc, on peut être arabe et non musulman, on peut être musulman et pas du tout arabe. La plus grande communauté de musulmans au monde, ce sont les Chinois, et après la Malaisie, donc ce sont les Asiatiques. En réalité, il est peut-être intéressant, je pense vraiment pas que ce soit l'expression la plus juste, mais on pourrait imaginer quelque chose comme franco-orientaux, et encore l'Orient, c'est encore autre chose. Donc c'est franco-nord-africain, mais je crois qu'on a besoin de nouveaux vocables pour mieux se définir. Donc bref, déjà rien que ça, tu vois, ça prend beaucoup de temps. C'est un documentaire qui va à la rencontre de la jeunesse, mais pas que, issue de la diaspora nord-africaine, en France, celle qui pose question, celle qui pose problème, celle qu'on connaît très mal et celle qu'on voit souvent sous 3 aspects. Je vais dire, comme on le dit, les femmes voilées, les délinquants et les terroristes / fondamentalistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de décadrer la caméra et d'aller chercher d'autres réalités. Et ça vient d'où? Qu'est-ce qui a été le déclic, tu vois? Parce qu'en soi, ça va te plaire. C'est un sujet, tu vois, assez casse-gueule, entre guillemets. Tu vois, c'est l'actualité, c'est brûlant, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? L'angle mort. Le fameux.
Ce qui me passionne dans la vie, ce sont les angles morts. On a trouvé qu'on avait ça en commun. Exactement. C'était la première personne que je rencontre qui me dit qu'elle est passionnée par les angles morts. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qu'on a du mal à voir dans le quotidien. Tu vois, j'ai fondé une ONG, Digital for the Planet, qui a été la première ONG consolidée à parler d'écologie numérique, de numérique responsable, dans un monde où la technologie, c'était le truc qui allait sauver l'humanité. Moi, ce qui m'intéressait, ça a été de dire, hop, il y a des externalités négatives et il s'agirait peut-être qu'on en parle, qu'on les étudie et qu'on trouve des solutions. Il y a plein d'autres initiatives qui sont nées concomitamment, et même un peu avant. Donc, je tiens aussi à dire qu'on n'a pas été les seuls. Il y a des gens formidables là-dessus. Pour le documentaire, c'est pareil. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il nous manque un discours. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le penser. Ce sont des discours quotidiens, récurrents mais on n'est pas représenté, mais qui parle, parle pour nous. Il n'y a pas d'iconographie au sein de la communauté arabo-musulmane. Il n'y a pas de clergé non plus. Donc, il n'y a pas vraiment de représentation humaine. Et donc, quand il y a des porte-paroles autoproclamés, ça fait toujours du mal. On retrouve toujours les mamans, les papas devant la télé qui disent « Oh là là, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ?» C'est ça, exactement. Et c'est ces gens-là en réalité qui font partie de la classe moyenne, parce que en réalité, la majeure partie de la communauté issue de la colonisation nord-africaine en France, travaillent et sont à des postes clés, des postes de production de valeur, très souvent en bas de l'échelle, à bas salaire, mais des gens qui travaillent et sans eux, ça ne tourne pas. Le seul moment j'ai arrêté de voir la communauté arabe-musulmane de manière positive à la télé à partir de septembre 2001, lors des attentats du 11 septembre. Oui. Avant ça, c'était Black Blanc Beurre, la Coupe du Monde, 98, l'âge d'or du rap français, IAM, c'était exceptionnel. Et puis, il y a eu 2001. La seule fois où je les ai vus de manière positive, c'était pendant le Covid à la télé, parce qu'à la télé, les seuls qu'on voyait en train d'aller conduire les bus, d'aller faire le ménage... Métier de l'ombre. C'était, pardon de le dire comme ça, les Noirs et les Arabes. Donc évidemment, je parle beaucoup de la communauté nord-africaine, mais je veux parler aussi des musulmans. Donc il y aura des Français musulmans, des personnes asiatiques musulmanes, des personnes africaines musulmanes, parce que je veux aussi avoir un regard complet. Donc tout ce travail me passionne, et tu le dis, c'est casse-gueule. C'est pour ça que j'ai écrit ce documentaire pendant 2 ans. J'ai passé des mois sur un seul mot, un seul sujet, pour être sûre de trouver la chose juste. Mais c'est un travail qui me passionne parce que je crois qu'il a besoin d'être fait. Et puis par ailleurs, moi, je suis baptisée. J'ai été élevée par un grand-père imam, mais personnellement, je pratique pas. Je suis très spirituelle. T'as pas de culte spécifique auquel Non, je brûle des cierges dans les cathédrales. Je connais ma shahada et ma fatiha. Je sais prier de manière musulmane et j'adore ça. De temps en temps, ça peut paraître peu orthodoxe pour plein de personnes, mais en réalité, j'ai de compte à rendre à personne. C'est ça. J'ai envie de dire, c'est ça. À moi-même. J'aime lire des choses relatives au Talmud. J'ai eu la chance d'avoir des personnes de confession juive dans mon entourage depuis petite qui m'ont aussi beaucoup appris de cette spiritualité-là. Ce qui m'intéresse, c'est l'élévation de l'esprit. Donc en fait, j'ai même pas ce sujet de dire je défends ma communauté, je me sens appartenir à toutes les communautés. Je pratique même pas, donc j'ai pas d'enjeu. Je prêche pas pour ma paroisse, littéralement. Je le fais parce que je crois que c'est juste. Ouais, trop bien. Et du coup, ce que tu dis est hyper intéressant parce que tu viens justement de plein de milieux différents. Donc j'aimerais bien en savoir plus sur ton enfance, justement, où tu as grandi. Tu viens d'Évreux? Ouais, à côté d'Évreux. Ouais. À côté d'Évreux. J'étais au collège et au lycée à Évreux. Ouais. En Normandie. Tu peux m'en dire plus? Comment était ton enfance? Comment tu étais petite? T'en as un peu parlé. L'épisode malheureux que tu as eu. Comment tu étais petite? Tu rêvais de quoi? J'ai grandi à la campagne, dans un village, en Normandie, donc. Je pense que j'avais des parents, j'ai des parents commerçants, qui étaient très courageux. Donc, classe moyenne, si tu veux, normale, vraiment première couche de classe moyenne. Mes parents n'avaient pas de réseau, c'est pas souvent ce que je dis, j'ai su ce que c'était que Sciences Po à 20 ans. Tu vois, ce matin, je donnais mon cours parce que j'enseigne à Sciences Po. Bravo. Non, c'est très drôle, tu vois. J'étais le genre de petite fille timide.
timide, mais j'avais beaucoup de rêves. J'aimais écrire. J'ai su lire à 4 ans de manière fluide. J'écrivais des poèmes à 5 ans. J'ai gagné des concours de poésie. J'étais publiée dans Mickey Magazine. Ah, j'adore. Et puis j'ai été freinée par plein de choses. D'abord par un de mes 2 parents qui petite ne croyait pas vraiment en moi. Elle comprenait pas trop peut-être ses talents qui s'exprimaient. Donc ça m'a un peu bridée. Et dans le même temps, ma famille s'est délitée. Donc voilà, je fais partie de ces millions d'enfants qui ont essuyé le divorce explosif de leurs parents, souvent destructeurs. Et puis le déclassement, qui est venu avec un divorce. Donc gros déclassement. J'étais en école privée quand j'étais petite. J'étais d'ailleurs dans une école catholique privée où on avait du catéchisme. Puis je suis passée dans le public, ce qui était une très bonne chose. J'ai eu aucun trauma vis-à-vis de ça, aucun. Ça va aller. Non, mais je faisais de l'aviron, je faisais du violon conservatoire. Et du jour au lendemain, ça, par contre, on a dû arrêter parce que c'était des dépenses qu'on ne pouvait plus tenir. Voilà. Après, j'ai été ce genre de fille qui travaille tôt. Dans les campagnes, ça se faisait déjà. T'es pas majeur, mais tu travailles, tu ramènes un peu de sous, tu les mets dans le sac de ta maman. C'est comme ça qu'on fait, quoi. Donc j'avais un peu cette double chose parce que j'ai commencé en étant un petit peu au moment où mes parents gagnaient un peu d'argent avec leur commerce. J'étais dans la communauté un peu des notables. Là, mes copines faisaient de l'équitation, je faisais de l'aviron, tout ça, c'était cool. Et puis après, je me suis retrouvée avec des copines qui venaient plutôt de quartiers populaires. Je dormais chez elles, dans des HLM, avec des réalités où tu descends pour aller jouer au square et il y a le mec du 2e qui t'arrête et qui te traite parce que t'as pas voulu sortir avec lui, avec d'autres violences qui s'expriment différemment, mais aussi d'autres formes de folklore et puis de culture. C'est là où je me suis vraiment je me suis retrouvée dans des soirées, des mariages algériens, sénégalais, maliens. Oui, en fait, ça, je connaissais pas. J'étais plutôt dans un environnement d'origine très européenne. Donc, si tu veux, dès petite, je suis une sorte de nomade sociale. Je recroise mes copines en ville, je suis avec Soukaina et Aoui Atif en ville, et je recroise mes copines de l'aviron et d'équitation qui me disent « Ah, bah Inès, qu'est-ce que tu viens ?» Et elles voient bien que là, à l'époque, on voyait pas tant la couleur, le niveau social, et là, en fait, on a 15 ans, on se croise, et dans les yeux, tout se dit. Où c'est ouais, tu venais chez moi dormir avant, dans mon manoir, mais maintenant... en fait, on n'était pas du tout du même monde. Et ça, tu commences à le réaliser à ce moment-là. Et c'est pas grave du tout. Ouais. Parce que j'ai jamais éprouvé j'ai toujours été fière de là d'où je venais. Ma maman nous a toujours éduqués avec l'idée que tant que tu es aligné, que tu fais des choses bien, que tu te comportes bien, que tu te respectes, faut jamais rougir de ce que t'es. Et donc, du coup, c'était pas un sujet. Mais tu le voyais, donc t'apprenais à naviguer. Je sais plus où tu as dit ça, mais une phrase où tu dis « J'ai grandi avec plein de trous en moi ». Je dis ça, moi. Ouais. Je dis beaucoup de trucs bizarres. Justement, le fait de naviguer entre plusieurs mondes, justement le contexte familial qui n'était pas forcément évident. Comment tu as réussi à construire même ta confiance en toi, à naviguer et à rendre tes rêves réalité? Parce que tu disais que tu avais beaucoup de rêves. Ces rêves-là, comment tu les as touchés, tu vois? En fait, comme je te disais, petite, moi, je me rappelle très bien de l'enfant que j'étais, petite, et j'avais des rêves, mais tellement de rêves, et donc ils ont été un peu étouffés, comme je t'ai dit. Ils sont revenus bien plus tard. D'accord. Et ils sont revenus plus tard par le biais de la musique. J'ai cofondé un groupe de musique. J'adore. De rap et de R&B. C'est vrai. J'étais la seule fille. Est-ce que t'avais un Skyblog où tu mettais ça ou ça se faisait? Non, je donnerais aucun dossier. Évidemment, j'avais un surnom, donc je cherchais même pas mon blaze. J'avais un nom de scène et j'ai envie de savoir. MySpace, tu me diras. Et tout. Non, tu je suis désolée, je te diras. Il y a tellement des dossiers. Et tu sais que c'est un de mes freins. Parfois, je me dis, il faut que je réussisse, mais je me dis, mais si je réussis trop, un jour, ils vont retrouver. Tu sais, les dossiers que tu vois à la télé quand les gens ils commencent à réussir. Alors nous, on a retrouvé une séquence. Moi, rien que pour pas vivre ça, je veux pas réussir. M'invitez pas. J'adore. Me calculez pas. Non. Donc ouais, évidemment, j'avais un nom de scène. Donc voilà, cherchez rien.
Et en fait, pour répondre à la question, comment mes rêves reviennent, c'est grâce aux rencontres. On croit souvent qu'on est quelqu'un, en fait, on est plusieurs. Et c'est bête, mais c'est un garçon qui s'appelle Johan. En réalité, il était sénégalais. Il l'est toujours. Et il était joueur de handball. Il faisait sport-études. Et on s'est rencontrés en seconde. Et moi, je chantonnais parfois dans les toilettes et tout. Et lui, en fait, un jour, il vient me voir dans les couloirs. Il me dit oh, on m'a dit que tu chantais et tout. Et moi, je dis ouais, un petit peu comme ça. Il me dit ouais, moi, je rappe et tout. Faudrait trop qu'on. Et en fait, c'est devenu mon meilleur ami. Et c'est un garçon à une époque où, franchement, c'était pas fou. C'était pas fou dans ma tête. J'avais pas d'amour propre. J'avais pas confiance en moi. À la maison, c'était le chaos. J'avais pas confiance en ma capacité à étudier, alors que j'étais une bonne élève. J'avais pas d'amis, du coup, parce que mon épisode de violence à l'école a fait que je suis devenue complètement... J'ai développé une peur des gens. Et ce garçon... Et pourtant, c'est le genre de gars aujourd'hui que tu regardes et tu dis, c'est un wesh-wesh, tu vois. C'est ces mecs qui sont stigmatisés dans la rue et à la télé. C'était typiquement ce genre de mec, faut bien l'imaginer comme ça, qui m'a regardé. Il y avait pas une seule arrière-pensée. Il m'a regardé comme une sœur. Il m'a regardé et il a vu en moi une beauté que moi-même je voyais pas. Et il m'a présenté à son cousin, Cédric. Et lui aussi, il rappait. Il m'a présenté à d'autres potes et je me suis retrouvée avec plein de mecs. J'étais la seule fille. Et on a monté un groupe qui s'appelait Habeas Corpus. Ah, on va aller voir. Voilà, donc il y avait un peu déjà il y avait un peu d'intellectuel, tu vois. On essayait de faire des choses réfléchies. Et je crois que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai dans ma vie, ces garçons-là, parce que ils m'ont portée. Ils m'ont portée et ils ont pris soin de moi. Et j'adorais, j'étais leur petite sœur, alors qu'on avait tous à peu près le même âge, mais j'étais leur sœur, il y avait personne qui pouvait m'approcher, j'étais hyper protégée, j'étais la chanteuse, j'écrivais des textes, on faisait des instrus, c'est comme ça qu'on disait. Il y avait un Européen, enfin un Simon, c'était le seul blanc, pour le dire comme ça, qui faisait toutes les instrus, parce que lui, il avait fait du piano depuis tout petit. Et son rêve, c'était de rapper. Et donc, du coup, il y avait Soliman qui l'entraînait pour l'entraîner à rapper. Et c'était tellement bienveillant. Donc, bref, je pourrais t'en parler des heures et c'est pas le but. Mais du coup, toi, à cette époque-là, tu rêvais de devenir chanteuse? Ouais, mais j'étais trop timide. J'avais encore trop de timidité et je manquais encore d'assurance. Donc, ça s'est pas fait. Mais je voulais devenir chanteuse, ouais. Et donc, ça, c'est un exemple et je pourrais t'en donner d'autres. C'est toutes ces rencontres auxquelles on s'attend pas, là où on les attend pas, qui te reconstruisent. Et tout doucement, tu dis, si je peux faire ça, je peux faire autre chose. Ouais. Et t'as fait plein de choses pour le coup. Enfin, je sais pas si on a le temps de revenir sur tous, mais je sais que t'as été fille au père aux États-Unis, t'as fait de l'art, t'as écrit ton livre Réparer le futur, t'as créé Digital for the Planet dont t'as parlé tout à l'heure, t'as une agence de culture, culturelle. Oui, dans la RSE, tout à fait. Dans la RSE. Tout ça, moi je trouve que ce que j'aime chez toi, en tout cas, c'est ce côté un peu papillon. Tu vas vers ce que t'aimes, j'ai l'impression. Ouais, tu me corriges si je dis des bêtises. Tu vas vers ce que t'aimes sans pour autant te poser la question de est-ce que c'est les gens vont penser ci ou ça, tant que c'est juste pour toi. Oui, c'est vrai. Tu vois, enfin, je me reconnais en tout cas là-dedans. Tu peux me dire quel est ton fil rouge? Quel est le fil rouge entre toutes ces choses qui peuvent paraître très hétéroclites d'un point de vue extérieur? Le fil rouge, c'est moi. Trop facile, ça. Trop facile. Non. Je crois qu'en réalité, on a l'impression que c'est plein de choses différentes. En réalité, c'est toujours assez pareil, sauf que je change le médium. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. Je suis profondément passionnée par la chose humaine et la manière dont elle s'épanouit. L'idée de réparer les gens, réparer le monde. J'ai pas l'ambition, comme parfois on peut l'entendre ailleurs, de sauver le monde. Tu vois, je pense pas qu'on sauve le monde, mais je pense qu'on peut réparer ce qu'on a cassé, ce qui a été cassé. Et ça, c'est une notion qui me parle beaucoup, de soigner. Le soin des choses. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, j'ai eu par exemple un salon de thé clandestin où tout Paris est venu. Je l'ai monté parce que je trouvais que les gens étaient seuls à Paris. Je trouvais qu'on était seuls en Normandie. On n'est jamais tout seul, toujours en famille. À Paris, les gens sont seuls. Voilà, on a fait un brunch. Ensuite, j'ai fait une ONG parce que je trouvais que
on était trop mal informés des outils qu'on avait dans les mains et dans les poches, et que ça avait, au-delà de l'impact environnemental, un impact cognitif, un impact sur le vivre ensemble. Et ça, je voulais l'adresser. L'agence culturelle en RSE, c'était pour mettre en relation, montrer que les artistes avaient un mot à dire sur les enjeux environnementaux et sociaux, et que c'était aux entreprises de l'apporter. Donc encore une fois, c'était une manière de faire comment on fait de l'humain, on crée du lien avec différentes personnes qui d'habitude se parlent pas. Oui. On est toujours encore dans le lien. Aujourd'hui, j'écris un roman qui a aussi énormément d'engagements sociaux sous couvert de fiction. Et j'écris ce documentaire, encore une fois pour faire du lien, pour qu'on apprenne à mieux se comprendre. Et j'ai écrit un dessin animé et 2 séries qui tournent autour de l'amitié avec des engagements forts aussi. Je suis profondément une personne engagée, mais j'ai un mode d'engagement qui est très doux, qui passe beaucoup par la création. Évidemment, est-ce que je suis énervée? Bien sûr, souvent. Est-ce qu'il y a des fois où j'ai envie de crier, de m'insurger, de m'indigner? Évidemment. Je suis une femme d'émotions, un humain avec des émotions, donc évidemment. Mais par contre, je m'astreins à regarder plus haut et plus loin, et justement à puiser dans ma créativité pour apporter des réponses qui mettent à l'aise. Moi, je crois que même avec nos ennemis de pensée, on arrive à un dialogue que si tout le monde est à l'aise. Ce matin, c'était le propos de mon cours, justement, avec mes élèves. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un dialogue harmonieux et respectueux, profondément sincère, avec une personne qui pense pas comme toi. Et ça m'intéresse, et c'est ce que j'essaie d'insuffler sans être donneuse de leçons. Oui, c'est ça. Oui, je c'est pour ça que bien. Ça passe de manière très subtile dans des fictions, dans des romances, dans des narrations, qui, l'air de rien, est sous couvert de divertissement, parce que j'aime bien les choses comiques, j'adore rire. En réalité, le message passe. Et je crois que c'est comme ça que ça passe le mieux. Donc c'est ça, mon fil rouge. Après, je réagis beaucoup je suis très instinctive, je suis très animale. Donc, quand je le sens, j'y vais. J'ai appris et j'apprends encore à me connaître. Quand je le sens, j'y vais. Quand je le sens pas, j'arrête tout. C'est pas grave ce que ça coûte, j'arrête. Je marche à l'amitié aussi, je marche à l'amour. Je suis une grande romantique. Je vais pas me refaire. Donc en vrai, on peut me chauffer un peu facilement si ça se passe bien. Mais une fois qu'on a dit ça, j'arrive au bout d'un cycle où justement je cherche plutôt l'ancrage. Ça, parle-moi en plus, parce que tu vois, je trouve que quand on est hyper intéressé par ce qui nous anime, tu vois, on a une multitude de choix, une foultitude parfois, je dis même de choix. Comment tu arrives à faire ces choix-là? Je pense que c'est la transition dans laquelle tu es actuellement. Quels sont tes critères, en fait? Comment tu fais pour te dire, je vais plus prioriser cette voie-là plutôt qu'une autre? Il y a plusieurs choses qui viennent en compte. C'est la pertinence des projets déjà. Est-ce que le market fit, pour moi, est important? Je reste une femme d'affaires. J'aime faire de l'argent. Ça veut pas dire que je passe beaucoup de temps à faire des choses qui ramènent pas beaucoup d'argent. Écrire un livre, il y a rien de moins rentable. Le temps que tu passes, tu sais. Alors évidemment, on n'est pas à l'usine. Ce serait tellement indécent de dire ça. Mais en termes de temps passé et d'argent que tu vas récupérer, c'est un scandale. Donc, on le fait vraiment pour l'amour, mais et pour la transmission, je pense. Absolument, pour la transmission. Je passe du temps en association. Je fais du plaidoyer pour par exemple, là récemment, j'ai travaillé sur mes réseaux sociaux pendant plusieurs semaines sur le plaidoyer des médecins étrangers qui n'étaient pas reconnus et qui ne sont toujours pas reconnus par l'État français, qui n'ont pas le droit de se nommer médecin ni même d'avoir le même salaire que les médecins. Un vrai sujet. Et ils font le même travail. C'est un énorme sujet. Bon, il y a eu l'allocution d'Emmanuel Macron qui est arrivée suite à ça. Tout ça, je le fais évidemment gratuitement. Ça fait partie de mes engagements. J'ai travaillé sur la reconnaissance du génocide ouïghour avec d'autres personnes. Ça, c'est des choses qui me tiennent très à cœur. Par contre, quand je travaille, il faut que ma valeur financière soit reconnue. Et pour moi, c'est pas une fin. Pour moi, c'est un moyen d'aller justement plus loin, et aussi pour prendre soin de ma famille. Je suis une louve, pas seulement avec mon fils ou mon chéri ou ma mère. Je suis une louve avec les gens que j'aime. Donc j'ai le sens, évidemment, quand tu viens d'une famille implosée, tu as tendance à élargir ce que tu appelles ta famille. Et quand tu rentres, moi, dans mon cercle, je suis assez exclusive. C'est pas évident. J'aime bien les gens, j'aime tout le monde, mais je me préserve et je fais attention à qui est dans mon cercle. Mais une fois que tu es dans mon cercle, je prends soin de toi. Et je sais ce que c'est que de manquer d'argent.
Je sais ce que c'est de passer une semaine avec 6 euros et pas un de plus, pas 50 centimes de plus, ni 20. Et tout ça est très bien. Donc, ce qui te permet d'avoir une grande agilité. Si demain, on me donne un très petit salaire, je saurais me débrouiller. J'ai le sens de la débrouille. Par contre, c'est pas un choix que je fais ni pour moi, ni pour mon fils, ni pour les gens que j'aime. Donc, gagner de l'argent, pour moi, c'est très important. Mais de le faire moi-même, faire mon argent en fait. Je dois rien à personne. Ni je cherche à doubler par la droite ou à obtenir ça de quelqu'un. J'aime l'idée d'avoir travaillé et d'avoir réussi à gagner ce que je méritais. Et ça, comment tu le construis? Parce que tu vois, je trouve ce sujet du rapport à l'argent, tu vois, il y a beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires, mais qui n'osent pas demander ou se disent « Ah, mais là, je peux demander, enfin, c'est un peu too much, je pense pas que c'est too much, etc. » Toi, comment tu as des constructions? Est-ce que ça t'est déjà arrivé déjà? Quoi donc? Cette réflexion de te dire je facture peut-être pas assez avant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé avant? J'étais une grande incapable de facturer quoi que ce soit il y a quelques années. Et du coup, comment ça a évolué? C'est ça qui est intéressant de savoir comment tu as déconstruit cette mécanique mentale pour justement te dire aujourd'hui, je mérite d'être payée à la hauteur de mon travail. J'étais enceinte, très enceinte, et je voulais m'acheter un sandwich dans un Franprix de Paris. Ma carte a été bloquée et j'avais pas de sous. Et j'étais dans le même temps en double page dans un grand magazine comme l'une des réussites françaises. Et j'ai trouvé ça d'un embarras absolu. Ça a été très dur pour moi ce moment, mais en même temps très utile, un gros déclic. Je me suis rendu compte que je produisais beaucoup de valeur et que j'étais infichue de facturer normalement parce qu'on ne m'avait pas appris. J'avais jamais appris, j'avais honte. Tu sais, j'ai passé toute ma jeunesse à faire du babysitting, et je te promets que c'est vrai, où je ne demandais pas d'argent. Il y a des parents qui me les donnaient quand même, parce qu'ils étaient honnêtes, et puis il y a des parents qui ont compris, et qui me disaient « Bonne soirée Inès, tu viens la semaine prochaine ?» Et je revenais et je n'étais jamais payée. Horrible. Parce que c'est mal de parler d'argent, de demander de l'argent, ça fait de toi quelqu'un de pas bien, d'avoir de l'argent, ça te corrompt. Ça pervertit les cœurs. Et puis, si tu en as beaucoup, c'est que tu as fait quelque chose de pas bien. Et en réalité, c'est pas normal de dire ces choses-là. Parce que moi, je crois que plus tu as d'argent, que tu as gagné et mérité, plus tu peux faire des choses et tu es libre de prendre des décisions. Et aujourd'hui, pourquoi le monde va mal ? C'est parce que l'argent, il est du côté des gens pas bien. C'est ça, hein. Mais imagine si demain, les gens bien... Il n'y a que les gens bien qui ne veulent pas d'argent. Mais du coup, il faut prendre l'argent pour que du coup, les décisions qu'on prend soient différentes. Donc voilà, moi, mon déclic, ça a été... il est hors de question que je mette un enfant au monde et que je sois incapable de parler d'argent. Et à partir de là, ça a été un déclic. Et j'ai commencé à facturer normalement. J'ai commencé à me renseigner. Et à partir de là, je me rappelle du premier devis que j'ai fait partir, qui était genre 3,5 fois plus élevé que ce que je faisais avant. Ouais. Et je l'ai envoyé, je me suis dit, mais ils vont m'insulter, ils vont jamais accepter, etc. Avant, je mettais des clopinettes et on mettait des 3 semaines à me répondre. Et en plus, on négociait. On me disait, on ne pouvait pas faire un prix. Et j'ai envoyé ce truc-là, au bout de 15 minutes, OK. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et en fait, j'ai compris que plus on est affirmé, convaincu et audacieux, les gens sont convaincus aussi, du coup, que vous valez ce que vous valez. Puis aussi, je pense qu'il y a aussi ce sujet des interlocuteurs à qui tu parles. C'est-à-dire que on dit toujours les clients les plus exigeants, les plus chiants sont ceux qui payent le moins. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. C'est vraiment factuel. C'est ceux qui donnent le moins d'argent, c'est le plus chiant à dire « Ah, mais je sais pas quoi, renvoie ça. » Non, les vrais, tu leur envoies un devis, ils te payent et ça discute pas, en fait. En tout cas, ça discute du sujet. Pas d'autre chose, tu vois. Mais j'ai parfois des gens qui me disent « Ah, vous êtes un peu cher, vous pensez pas que... » Et là, dans ce cas, je dis « À toute fin utile, voici ma biographie. Et voici mes faits d'armes. » Et j'envoie tout. C'est un petit texte comme ça, il faut se chauffer, il y a 25 lignes, mais tu vas lire. Et en général, après, j'ai une réponse en disant très bien, on va valider le devis. Et d'ailleurs, quand je le dis, je dis aussi mais si c'est une question de budget, je comprends. Et je peux d'ailleurs vous orienter vers des personnes qui, pour ce tarif-là, accepteront. Ouais. Ce ne sera pas le même travail. Moi, je sais ce que je vends, ce n'est pas des prix magiques. Ouais. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais de ce que tu vends, on n'en a pas parlé. C'est des confs. Je vends des conférences, des conférences, absolument. Et sur quel sujet ? Sur les sujets d'analyse sur de la prospective sociétale, économique,
environnementale. Donc Okay. c'est vraiment mes sujets de cœur. Je suis analyste sur la culture. Donc j'ai plusieurs conférences qui sont déjà assez connues et qui maintenant se vendent très bien. Ouais. Et j'en crée aussi des sur-mesures dans la condition où ça correspond à mes valeurs. Ouais. Parce qu'avec le temps, j'ai aussi développé ma propre marque et il est important de rester cohérente avec ça. Parce que les gens m'offrent une légitimité, un capital sympathie aussi parce que j'ai jamais dérogé à ça. Ouais. Et il m'est arrivé aussi de refuser des missions parce que ça contrevenait à ce que je pensais, à mes valeurs. Et quand ça s'est su, ça a été apprécié. Donc parfois, on recule un peu, on perd, mais on gagne au change. Ouais, clairement. Et tu viens de le dire, du coup, tu as créé ta propre marque. Ça, tu peux me dire comment tu l'as fait? Et quel a été aussi le déclic de se dire, là, j'arrive à un stade où il faudrait que je bâtisse ma marque personnelle pour qu'elle me serve plus tard? Très honnêtement, ça s'est pas passé comme ça. Je me suis pas dit, OK, maintenant, il faut que je crée ma marque. En fait, je me suis rendu compte en le faisant et parce que les gens me l'ont dit, tu sais que t'es devenue une marque. Il a fallu me le répéter plusieurs fois pour que j'en prenne conscience. Mais quand j'en ai pris conscience, je me suis dit que ce serait bête de jouer la fausse modeste et de dire non. Je me dis OK, au fait, les gens commencent à me dire je crée une marque, faut peut-être que je professionnalise le truc. Et donc, en effet, c'était théoriser un peu. OK, c'est quoi créer une marque? Et pour créer sa marque, moi, je crois beaucoup à un concours de circonstances heureux. C'est-à-dire que d'abord, il s'agit de trouver ta patte. Ta patte, c'est ton authenticité. C'est qu'est-ce qui fait de toi que tu es toi, Enger, et pas Brigitte ou que sais-je. C'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, une fois que tu as déterminé qui tu es à travers ces quelques valeurs, dans toutes tes communications, la manière dont tu apparais, ça doit transparaître. Une marque, c'est quelque chose d'unique. Et pour toi, du coup, c'est quoi? Quels sont tes marqueurs? Les marqueurs, ça va être l'analyse sociétale, des partis pris sous angle mort en général. Donc, c'est... personne n'en a parlé, mais du coup, moi, je voulais vous dire. Il y a un coin là qu'on n'a pas exploré. Ça, c'est pas. Donc voilà. Donc on sait que Inès va forcément arriver en vous trouvant un truc que. Il y a évidemment l'expertise. Tu sais, on dit qu'une bonne marque, c'est la préférence plus l'excellence. Ouais. Non, pardon. Oui, c'est ça. Et ce qui fait que tu. Non, pardon. J'ai dit une bêtise. C'est la préférence plus la référence, ce qui donne l'excellence. Et donc oui, d'accord, ok, oui. Donc on te préfère parce que, en général, on te préfère pour des raisons émotionnelles. Oui, c'est parce que les gens se retrouvent en toi. Ouais. C'est que l'authenticité, du coup. C'est l'authenticité, et c'est aussi la vérité de pas fanfaronner les gens. Personne n'aime les gens ni égoïstes, ni immodestes, ni narcissiques, tout ça. Oui, et puis des gens qui vont un peu, qui font semblant de te donner de la mâche intellectuelle. En réalité, il y a pas grand-chose. Genre, tu sais, le fameux si vous voulez réussir, croyez en vous. OK. Et après, on fait quoi? Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est vraiment... En fait, ce que les gens ont apprécié, je crois, avec moi, c'est que je me mouille. J'y vais quand je fais pas semblant. Quand je donne une confidence, je la donne vraiment. Quand on me pose une question et qu'on attend une réponse facile, je le dis, écoute, ça va pas être une réponse facile. Et en fait, c'est plus complexe que ça. Et en réalité... Il y a beaucoup de gens au départ qui m'ont dit attention, c'est quand même niche, personne fait des trucs comme toi, les gens vont pas te suivre, les gens vont pas y retrouver. Et ben tu peux pas t'imaginer comme en fait tous les jours j'ai des messages, des dizaines et des dizaines de messages de gens qui me disent c'est fou comme je vous ressemble ou c'est fou comme vous me ressemblez. Tout ce que vous dites, je pense pareil, tous vos états d'âme, j'ai les mêmes. Donc en fait c'est fou, c'est qu'en fait plus je suis allée dans la technique de qui je suis et que les gens se retrouvent le plus. Et ça, comment tu le fais? Tu vois, par exemple. Je pense pour les auditeurs qui nous écoutent, auditrices aussi, cette connaissance de soi. Enfin, tu vois, ce sujet de se dire, savoir déjà ce qui nous plaît, c'est un sujet déjà. Savoir qui on est en est un autre. Est-ce que ces dernières années, tu as été accompagnée, je sais pas, tu as fait de la thérapie, tu as fait... Enfin, quels sont un peu quelle est ta secret sauce? Alors non, j'ai pas fait de thérapie. Par contre, j'ai une thérapeute que je vois depuis à peine un an. Ok. Et c'est très nouveau pour moi. Ah ouais, c'est marrant. Et ouais, c'est formidable. Ouais, ok. J'apprends à lire des choses que je lisais pas. C'est pas tant une psychanalyse, pas du tout d'ailleurs. C'est pas docteur, je vais mal aujourd'hui. Oui. C'est vraiment, je vais la voir, je lui raconte.
c'est une confidente, mais une confidente experte, qui sait exactement parler, trouver les mots et qui met la méthode derrière ce que tu es en train de lui dire. Et qui va aussi trouver les angles morts. Et qui trouve tous mes angles morts. Je prends des notes à chaque fois pendant les sessions. C'est presque des masterclass, quoi, tu vois, c'est assez génial. Non, je suis très heureuse de la connaître. Donc non, j'ai jamais eu la chance ni le luxe de pouvoir être suivie. Et je pense mais tu le voulais, Ben non, parce que j'avais pas conscience que j'en avais besoin. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais par contre, moi, je pense qu'on devrait tous. Déjà, je pense qu'on devrait enseigner les rudiments de la psychologie aux enfants à l'école. Comment on peut être jeté dans la vie, dans sa complexité, dans les interrelations que nous avons aujourd'hui, sans avoir ne serait-ce que quelques outils pour se connaître et connaître l'autre, et comprendre les mécanismes psychologiques des uns et des autres. C'est fou quand même de se dire qu'il faut attendre déjà d'avoir les moyens, la conscience de le vouloir, pour voir un professionnel qui peut-être, s'il est généreux, va pas seulement vous allonger et vous écouter et de dire merci. Et s'il est bon, parce que tu vois, il y en a... Merci, 120 euros, et t'as rien appris. Il y en a plein. Et puis il t'explique que c'est au bout de 25 ans que tu commenceras à avoir des réponses. Non, mais c'est génial, j'ai rien contre les psychanalystes, mais en réalité, et heureusement qu'ils existent, bien sûr. Plein de gens. Mais je pense qu'en fait, on devrait quand même avoir un enseignement à la psychologie bien avant. Bon. Une fois qu'on a dit ça, non, du coup, moi, j'avais pas ça, comme beaucoup de gens. Comment j'ai fait pour apprendre à me connaître ? Je me suis mise à écrire beaucoup. J'ai écrit ce que je ressentais, ce que je voulais, ce qui m'arrivait. J'ai longtemps grandi sans savoir vraiment qui j'étais, en fait. Je crois que je me suis beaucoup construite en regardant les autres, en les regardant interagir, réagir, se comporter. C'est bête, mais c'était autant d'enseignements que je n'avais pas. Pour ça, il faut beaucoup d'empathie. Alors l'empathie, les gens disent « Oh là là, le terme galvaudé », mais l'empathie, c'est savoir ressentir ce que ressentent les autres. C'est pas du tout de la bienveillance. On peut être hyper empathique et être malveillant. Méchant, bien sûr. Donc non, c'est vraiment regarder les gens, il faut les aimer pour ça. Il faut ressentir ce qu'ils ressentent et te demander si toi, ça te ferait pareil ou ce que ça te ferait. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup lu des biographies, des livres de psychologie, Et puis, il est arrivé un moment où je me suis posé la question, vraiment, où je l'ai écrit dans un de mes carnets, quelle est la femme que j'ai envie d'être ? Ah, intéressant. Et donc, j'ai dressé le portrait de la femme que j'ai envie d'être à 50 ans. J'avais 20 ans. Tu peux me le décrire ? Oui, je peux. Ah, j'ai hâte. Celle que j'ai écrite, parce qu'évidemment, qui tu as envie d'être, une fois qu'on a dit ça, c'est un concept Bien sûr. C'est un concept dynamique qui évolue, et heureusement. Et je viendrai aussi à ta question qui est comment est-ce que tu sais ce que t'aimes Et j'y réponds rapidement et je reviens sur la question. Il y a des gens qui savent depuis toujours ce qu'ils veulent faire. Il y a des gens qui mettent du temps. Il y a des gens qui, en fait, auront jamais forcément... Et ça, c'est important parce qu'on est dans un moment où c'est quoi ta raison d'être ? Ouais. C'est quoi le sens de ta vie ? Qu'est-ce qui te... Non, là, c'est tellement de pression à donner aux gens. Moi, par exemple, ça change souvent. Je fais partie de ces gens-là. J'ai des cycles. Il y a des gens qui sont passion ouais. Et qui vont le déployer avec brio toute leur vie. Et puis il y a des gens, c'est pas forcément leur truc, ils sont c'est trop pour c'est trop à porter en fait ce truc-là. Et c'est lourd à porter un sens, on n'est pas obligé d'avoir ça. Et donc, il y a des gens qui disent, moi, je crois que c'était ça, mais en fait, c'est presque qu'ils se trouvent autre chose, mais ils s'en veulent. Ouais. Ils disent, flûte, alors je pensais que c'était ça. Et c'est en fait, pas du tout. Mais non, en fait, c'est génial. Claire. Regarde, il y avait ça, t'as fait ce que t'avais à faire. Bon, top, maintenant tu fais autre chose. Et je pense qu'on manque de souplesse quand on parle de sens chez les gens, etc. Il y a tout est dans la nature. Il n'y a pas de modèle unique et on doit tout suivre. Ouais, absolument. Donc, pour revenir sur la femme que j'avais envie d'être, donc à 20 ans, ce que j'ai écrit, c'est toujours assez exact, même s'il y a des petits détails qui changent, mais c'était une femme charismatique, avec des belles robes ethniques du pays de ma mère, mais des beaux bijoux, tu sais, des bijoux ethniques, et à la fois, moi j'adore les bijoux, des bijoux précieux, avec une histoire, qui viennent de loin, parce que je les collectionne, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je serais ce genre... Alors, c'est bête, mais ça passe d'abord par une apparence, pour moi. Ouais. Tu sais, ce genre de femmes... Tu sais, qui ont l'air d'être un peu bohèmes, mais toujours très élégantes, de 50 ans, qui ont ce visage très lumineux. Ouais. Moi, je veux être ça. C'est cette femme qui a écrit plein de livres, qui a donné des conférences dans le monde entier, ce que je suis en train d'essayer de faire en galopant aujourd'hui, et qui est reçue en conférence dans les universités, à l'étranger, en France, pour discuter
offrir un point de vue. C'est une femme qui a une maison en lisière de forêt, pas loin de la mer, pourquoi pas d'une rivière. Je sais que c'est aussi quelque chose à laquelle tu es très sensible, Anger. Peut-être qu'on vivra ensemble. Ta voisine. On sait jamais. Et je cultive mon potager. Et il y a des personnalités importantes, parce que du coup, j'ai gravité ces dernières années avec des personnes au sein de gouvernements, français ou étrangers, des ministres, des secrétaires d'État, des personnes qui dirigent des grandes entreprises. J'ai eu cette chance, cette opportunité de tisser des liens, des rapports amicaux avec nombre de personnes de ces milieux-là. Et j'aime l'idée, parfois, d'être écoutée par ces personnes, qu'elles viennent solliciter mon opinion. Alors, à mon humble niveau aujourd'hui, mais je me dis que si je continue, donc ça m'apporte je m'astreins à me former en permanence, à lire, à m'ouvrir, à regarder plus haut, encore une fois, et plus loin. Parce que quand ces personnes viennent à moi, ou que j'ai l'occasion de les croiser, je sens qu'il y a toujours une émulation et un enrichissement mutuel. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux pour moi, parce que d'une certaine manière, je me dis que je participe à insuffler peut-être un bout d'idée, 1 millimètre d'idée à des personnes qui vont en fait faire des grands changements. Ouais. Et je me dis que si à 50 ans, je peux être cette femme, tu sais, avec ses bottes dans son potager, et t'as la voiture qui arrive, et t'as le ministre, la ministre, j'espère plus, qui viendra et qui dira « Bon Inès, tu m'offres le thé, j'ai besoin de tes lumières là. » Et moi dire mais bien sûr, viens à la maison. Évidemment, faut pas hésiter quand on s'imagine. Moi, ça a été un outil très puissant d'écrire la femme que j'ai envie d'être. Parce que comment elle m'a aidée, c'est je me suis dit maintenant, dans tes choix que tu feras, pose-toi la question. Tu vois, tu me l'as dit tout à l'heure, tu m'as dit tu t'en fiches de ce que les gens pensent, si ça va choquer ou pas, de changer d'univers ou pas. Franchement complet. Je m'en fiche comme de l'an 1000. Par contre, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'elle penserait, moi à 50 ans. Est-ce qu'elle serait fière de moi? Est-ce qu'elle dirait Inès, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, t'es complètement désalignée. Ça, ta conscience, elle va te le rappeler, ça. Ça, c'est pas super glorieux. Et en fait, ça m'a donné un cap, une boussole. C'est vraiment une boussole pour moi, c'est cette femme imaginaire que j'espère devenir un jour. Et en réalité, ça a été un outil puissant. Et si des femmes et des hommes souhaitent utiliser cet outil, mon conseil, comme on aura pu le comprendre, il ne faut pas hésiter à vraiment écrire ses fantasmes. Il faut pas se limiter. Il ne faut pas se dire « Oh là là, non, attends, ça c'est trop, pour qui je me prends ?» Mais prenez-vous. Ouais. Prenez-vous. Ouais. Mais hyper intéressant. En plus, tout à l'heure, tu vois, tu disais, quand tu parlais de ton enfance, ce sentiment justement de pas forcément appartenir, tu vois. Ouais. Ce que tu décris t'appartient quand même à, tu vois, une élite. Qu'est-ce que ça te fait, ça? Quoi donc, pardon? Est-ce que, par exemple, quand tu étais petite, tu aurais voulu appartenir à un certain milieu, à un certain groupe? Oui. Aujourd'hui, ce que tu décris, c'est un peu, du coup, tu es dans une élite, quoi, on va dire, ou dans un groupe auquel tu appartiens. Qu'est-ce que ça te fait, ça, d'appartenir pour de bon, on va dire? Alors, écoute, j'espère vraiment... je vais dire quelque chose de très... une expression qui est vraiment très galvaudée, que Dieu m'en garde. Okay. D'appartenir pour de bon. Okay. Je souhaite appartenir à moi-même pour de bon. Et ça a été une grande quête. Comme tu sais, c'est beau ce que tu dis, tu le dis très bien, parce que tu mets le doigt sur vraiment ce que je ressens, vouloir appartenir. Ça a été, et ça, tu vois, je le réalise que très récemment, grâce à ma thérapeute, cette histoire d'ancrage. Elle m'a dit quelque chose de fabuleux. J'en avais les larmes aux yeux. Peut-être que ça fera sourire certaines personnes qui comprendront pas, et je comprends qu'elles ne comprennent pas, mais peut-être que d'autres comprendront. Elle m'a dit, Inès, arrêtez de jouer à Inès, incarnez Inès. Ouais, je comprends très bien. Ouais. Et ça venait, en conclusion d'un texte plus long. Et ça m'a bouleversée parce qu'en réalité, elle a touché de bout en bout. C'était vraiment la phrase finale, la final bullet dans plein cœur, où j'ai parfaitement compris ce qu'elle m'a dit. Et donc, appartenir, moi, comme je te le disais, je me vois plus comme nomade social. En réalité, je peux très bien... je suis très à l'aise en faisant mes déjeuners avec certains ministres, avec les huissiers qui viennent t'apporter ton plat sous cloche et parfois qu'on vienne te chercher avec chauffeur pour aller à des réceptions dans les endroits les plus exclusifs et dans le premier sens du terme.
à Paris, et à la fois, tu vas me trouver à Barbès en train de squatter avec les mecs qui vendent des clopes à l'unité, parce que j'ai zéro sujet. Et ça me va bien, en fait, d'être cette femme-là. Ça me va bien. Je vis pas dans un quartier privilégié. Je vis dans un quartier plutôt cosmopolite, qui est le 13e arrondissement. Je sais pas si j'y vivrai toujours. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime dans ma vie, parce que je dis souvent que je vis dans un Paris réel. Il y a des élites, il y a des personnes pauvres, il y a des gens working class qui se démènent et qui travaillent jusqu'à tard, en genre la fin du mois, il faut faire gaffe, parce que c'est une réalité. Et moi, je trouve que ça me garde hyper ancrée. Cette question d'ancrage, c'est une question que je pose souvent dans le podcast, qui est la notion de sweet spot. Tu vas se sentir l'endroit où tu te sens bien à ta place. Ouais. Ça peut être un endroit géographique ou juste temporel ou whatever, you choose. En quoi tu te sens à ta place aujourd'hui ? Je me sens à ma place, à la fois je me sens pas à ma place. Je me sens à ma place parce que je crois que je suis alignée avec mes valeurs. Je crois qu'aujourd'hui, je suis sur le bon chemin pour devenir cette femme que j'ai écrite un jour. J'ai pas l'impression de trahir mon engagement. Ça veut pas dire que je suis parfaite, pas du tout. Ça veut simplement dire que je suis dans ma route. Et ça, pour moi, c'est important. Et je suis loin d'être parfaite. Par contre, j'embrasse vraiment mes défauts. Ça me va bien. Ce que je refuse, c'est faire du mal aux gens. Tu peux citer un de tes défauts ? Je suis chiante, pardon. Sincèrement, tu sais quoi ? Je vais peut-être te décevoir. Non. Parce que mes défauts sont flamboyants. Et je crois que ça me va que les gens les découvrent. Et de regarder les gens en mode « so what ?» Tu vois ? Ouais, je suis comme ça. Et pardon si c'est pas ce que t'attendais. Non, moi, j'ai pas de... toi, moi, d'accord. Général, non, pardon. La personne. Oui. Mais that's me. C'est moi et c'est ça ou rien. Par contre, là où évidemment, ça ne veut pas dire que je me challenge pas. Bien surtout sûr. quand ça fait... Je crois qu'une des choses que je supporte le moins au monde, c'est de faire du mal à quelqu'un. Je m'en prémunis au maximum et quand ça peut arriver, je fais tout ce qu'il faut. C'est tellement bon que les gens soient bien. Même quand les gens sont pas forcément des amis, j'aime bien que les gens kiffent, en fait. Ça me fait kiffer. Oui, par procuration, genre... Ouais. Quand les gens font pas bien, ça m'aide pas dans ma journée, en fait. C'est presque égoïste quand je veux que les gens aillent bien, tu vois. Genre... Soyez bien, comme ça, je suis bien. Genre, s'il vous plaît. Sinon, ça va prendre trop d'énergie. Gérez-vous, s'il vous plaît, les gens. Et non, par contre... Je crois que c'est très intime, en réalité. Ouais, non, mais Mais parce qu'en fait, mes défauts me plaisent. Mes défauts me plaisent, en fait. Et ça, c'est très nouveau pour moi. Ça a été un gros travail. Mais voilà. Et donc, tout ça pour dire, je me sens à ma place parce que je suis sur ma route. Et être sur sa route, c'est aussi être OK avec ça. Oui. Et se dire, il y a des trucs, je vais jamais me challenger là-dessus. Mais c'est comme ça. Genre, j'ai atteint ma limite ou juste j'ai pris ce chemin-là. Il y a des gens qui vont trouver ça affreux, d'autres gens qui vont dire, moi, fine, d'autres gens qui vont dire, c'est super sexy. Tu vois. mais en fait, moi, je crois que c'est ça l'amour-propre. C'est se challenger pour être quelqu'un de bien et à la fois être OK avec le fait que tu seras jamais parfaite. Et après, je me sens pas à ta place. À ma place parce que je suis en plein mouvement existentiel. Il se passe plein de choses pour moi en ce moment. Mais évidemment, j'ai plein de choses en cours, des projets, mais je parle pas de ça, je parle dans ma tête. Et puis, surtout, je trouve qu'il faut différencier le travail, ce qu'on fait et ce qu'on est. Et tu vois, ce qu'on fait, effectivement, absolument. Factuellement, tu fais des choses, tu as le documentaire, etc., mais ça ne veut pas dire que toi, dans ton être-té, absolument. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? C'est un autre univers en toi. C'est un autre univers. Et c'est ça. Et puis les gens ne le voient pas, ça. Non. Et il faut que tu te donnes le temps de regarder ce qui se passe, parce que ça peut être complètement vertigineux. Et d'ailleurs, moi, ça l'a été, et ça l'est parfois, et c'est une bonne nouvelle. C'est du désordre, moi, comme j'aime bien dire, c'est du bon désordre qui me permet de... Ça se bouscule, on bouge les meubles. C'est un peu comme quand tous tes meubles chez toi sont pas à la bonne place, mais tu sais que tu vas te retrouver un agencement qui va te faire kiffer. Voilà, en fait, on en est là. Je suis en train d'agencer. Et donc, j'ai envie de te dire, en ce moment, il y a une partie donc, qui se sent à sa place et l'autre qui ne se sent pas à sa place, mais c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Trop bien. Je vais passer rapidement sur les questions usuelles du podcast que j'appelle le tamis de Gatéméry. Bien sûr. C'est vraiment des questions spontanées.
Bon, on va commencer par celle du podcast. Hein. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Quand est-ce que tu pourras dire que tu as une vie réussie? La réussite pour moi, je vais essayer de répondre spontanément comme ça m'est venu en tête. Je pense que c'est d'abord... moi, il y a quand même une part de moi qui ne vit jamais que pour les autres. Et si les gens que j'aime sont fiers de moi, c'est une forme importante de réussite. J'avais envie de te dire en premier que je sois fière de moi. Mais en vrai, je ne sais pas encore vraiment ce que ça veut dire. Et je ne sais pas vraiment à quel moment je le serai. Et je pense que mon vrai indicateur de ça, c'est quand ma mère, mon chéri, mon fils, mes amis me regardent en disant « Ah, la vache !» Mais ils ne sont pas déjà fiers de toi, ça? Oui, parce qu'ils sont adorables. mais en fait, c'est continuer. Pour moi, la réussite, c'est pas une arrivée. C'est tous les jours, en fait. Enfin, ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire que tu fais que du sale et un jour, tu arrives, tu fais un truc bien et les gens disent c'est pas ça une réussite, frérot, regarde ce que tu as fait avant. Tu vois. Pour moi, la réussite, c'est la constance. C'est la persévérance, c'est la continuité. Tu as des gens qui me disent « Ah, tu fais plein de trucs quand même. Hein. » Je dis « Ouais, mais je suis toujours hal. » Tu vois, enfin, tout le monde n'en dit pas autant. Si tu veux faire le fou, en fait. Moi, je calcule pas comment toi, tu fais les choses. Laisse-moi dans mon délire. La réussite, on va pas se mentir, je reviens à tout à l'heure, c'est pour moi, en tout cas, elle s'incarne aussi dans ma capacité à avoir du pouvoir, dans le sens, le pouvoir d'améliorer la vie des gens que j'aime. Je viens d'un univers où beaucoup de gens autour de moi n'ont pas eu des vies faciles. Et on ne pourra pas me l'enlever, en fait. C'est normal, en fait. C'est même presque naturel que ce soit un objectif pour moi. Pour toutes ces personnes qui, comme moi, ont grandi avec des personnes qu'elles ont vues souffrir, qu'elles ont vues malades, qu'elles ont vues se priver. Évidemment que la réussite financière, de la bonne manière, je l'espère, est un objectif. Que l'argent, en tant que véhicule, devient central dans tes préoccupations. Parce que c'est l'outil dans une société capitaliste qui fait que tu changes la donne. Et je ne sais pas si j'arriverai à mes objectifs. Mais en tout cas, ça fait partie aujourd'hui. Peut-être que dans 3 ans, je te dirai autre chose de ce que j'appelle la réussite. C'est avoir les moyens, peu importe où tu mets ton curseur. Bien sûr. Mais d'avoir les moyens d'impacter la vie des gens que tu aimes. Et si tu peux, la vie de tout le monde. Bien sûr. Tu as parlé tout à l'heure de soins, de prendre soin. Oui. Comment tu prends soin de toi et de ta santé mentale? J'ai l'habitude de dire que ma solitude, c'est ma meilleure amie. J'ai besoin de temps pour moi. Je lis beaucoup. Ça a l'air peut-être bête et cliché, mais la lecture pour moi est un apaisement infini. Je dessine. Je dirais bien l'écriture, mais en ce moment, j'écris pour faire mon roman, j'écris les scénarios, donc c'est un travail en ce moment d'écrire. Même si j'adore ça, c'est pas forcément du... Oui, du self-care, quoi. Non. Je suis très skincare. Ah oui, ça se voit. Vraiment, t'es gentille, je sais pas si ça se voit. Mais je peux passer... Vraiment, je me dédie du temps à me masser le visage. J'adore. J'ai tous mes gua sha. Je mets des crèmes, je fais des masques. Au point que mon fils, qui a 4 ans, il me voit avec mon tissu de masque et donc il m'appelle pour me demander « Maman !» Et donc il me voit dans le couloir et il est surpris de voir sa mère avec un masque blanc sur le visage. Il fait « C'est l'acide hyaluronique, maman !» J'adore. Donc il est déjà au taquet. Il adore utiliser le gua sha. Il le met sur son visage. Il dit « Je suis beau, maman !» Et moi, j'adore que, tu vois, ça déteigne sur lui. Trop bien. Non, je fais du hammam, je prends du temps dans les spas, je vais au cinéma, je fais du sport, je cours, je fais du yoga. Je donne une grande place à mon bien-être parce que je ne l'ai pas toujours fait, c'est très récent aussi. Et ça aussi, c'est des préoccupations, tu sais, bourgeoises, en réalité, tout ce que je viens de te dire. Et c'est important de le dire parce que moi, j'ai vu ma mère s'acheter des produits bas de gamme qu'elle utilisait très irrégulièrement. Un jour, une amie à elle, qui avait un peu de sous, lui a offert une jolie marque de soins. Et elle ne l'a jamais utilisée, parce qu'il fallait la garder pour plus tard ou pour une occasion. Et ça, c'est très classe ouvrière, en fait. Hein. Ma mère est fille de mineurs dans les mines d'Arras, dans le nord de la France. Tu vois, j'ai appris à me tenir
Tu vois, nous, on a souvent les dos courbés parce que on fait pas attention à son corps. C'est comme ça qu'après, tu as des problèmes de dos, que tu vieillis avec de la douleur. J'avais lu un livre très intéressant quand j'étais aux États-Unis sur ça, sur la corrélation entre le soin de soi et le niveau social. Ah oui, ça c'est une réalité, oui. Et en fait, que le soin de soi, en réalité, est une préoccupation bourgeoise. Mais après, ça, moi, je challenge un peu parce que, tu vois, par exemple, j'en parlais récemment avec ma mère. Ma mère, c'est une vraie épicurienne. Elle adore manger de bons plats, elle adore ça. Et à chaque fois, elle nous disait tout le temps, même s'il n'y a plus d'argent, au moins on mange bien. Bien sûr. Et ça, c'est un truc. Ah, ça la bouffe, tu vois. Évidemment. Et c'est ce truc, même, tu vois, avoir des trucs de qualité chez des trucs chers, elle se dit toujours, de toute façon, l'argent, on l'a pas, après on va mourir. Donc, tu vois, ce truc un peu d'épicurien, de te dire profiter. Mais t'as raison. Alors, pour le coup, on a eu la même mère. Ma mère, c'est marrant parce qu'en réalité, on n'a jamais manqué de rien. Et je pouvais dire à ma mère que le cœur de saumon, là, j'en avais trop envie. Elle me le prenait, le cœur de saumon. Et elle retirait sa crème de jour pas chère. Ça, oui. Mais c'est ça, là où je veux en venir. En effet, dans nos cultures, qui sont des cultures africaines, il y a la culture de prendre soin des gens, mais prendre soin de l'autre, pas prendre soin de soi. Moi, après, on a le droit aussi de ne pas avoir les mêmes récits, et heureusement. Oui. Mais moi, j'ai trouvé que dans ma famille et dans mon entourage, il arrivait que les femmes ne prennent pas soin d'elles. Je comprends. Elles vont pas. Ma mère a mis des années avant d'aller chez le docteur pour soigner des maladies qui, d'ailleurs, aujourd'hui, on les comprend pas très bien parce que il y a tellement de choses qui se sont ajoutées dessus. Bien sûr. Et ça, les errances médicales sont une réalité pour les personnes issues de l'immigration parce que en réalité, ce fameux truc ils ponctionnent la sécurité sociale et ils passent leur temps, c'est complet. Ça ne se vérifie pas. Clairement pas. Ça ne se vérifie pas. Il y a des pathologies complètement inconnues dans une grande part de la communauté immigrée et issue de l'immigration en France qui n'est pas traitée parce que justement, ils n'allaient jamais chez le docteur. Et au contraire, ils emmenaient par soin de l'autre beaucoup leurs enfants. Nous, dès le moindre rhume. Et d'ailleurs, oui, ils font des scandales pour pourquoi vous ne lui donnez pas l'antibiotique, pourquoi vous ne donnez que le Doliprane, je vais payer, c'est pas grave. Et donc, et le fameux truc ils veulent toujours des médicaments bien, mais parce qu'en fait, ils veulent prendre soin des autres et de leurs enfants, de leur progéniture. Moi, j'ai trouvé que dans les classes sociales vulnérables, on n'apprend pas à prendre soin de soi. On prend soin des autres. Du coup, on est là aussi pour changer la donne. Hein. Moi, pour le coup, prendre soin de moi, je prends soin de moi. Absolument. Et moi, c'est pareil. Il faut. Je me prends pour la reine de Saba. Clairement, quand je suis dans ma salle de bain, je me prends pour une autre. J'adore. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je crois que c'est celui de ma mère. Ma mère m'a dit « Bannis le mot peur de ton vocabulaire. La peur, c'est une gangrène qui abîme tous tes rêves. Ne laisse jamais la peur choisir à ta place. » Et cette dernière phrase, elle est hyper puissante. Ça veut dire que parfois, tu prends des décisions, tu crois que c'est toi qui la prends. En fait, c'est ta peur. Et elle m'a toujours dit, la peur, ça ne sera jamais ton ami. La laisse jamais rentrer dans ta tête. Et elle me l'a répété peut-être. Si elle ne me l'a pas dit 1000 fois, elle ne me l'a jamais dit. Elle a vraiment cohabité avec moi, cette phrase. Ma mère se mettait un point d'honneur à ce que je n'ai pas peur. C'est peut-être le meilleur conseil que j'ai reçu. C'est chouette. Tu peux compléter ma phrase. Le monde a besoin de... Le monde a besoin de plus d'amour, plus de douceur, plus de liens, plus de rapport à la nature. Je pense que c'est d'abord la base. On a besoin de se rapprocher du sol, on a besoin de se rapprocher des espaces verts, on a besoin de se rapprocher de là d'où on vient. C'est beau. Non, mais en plus, pour le coup, c'est, je le pense, big time. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Je sais pas, quelque chose, une question que je t'ai pas posée, un message que j'aimerais faire passer, ou bien comment tu t'es sentie là maintenant, après cette conversation que j'ai trouvée passionnante. Moi, je te remercie parce que pour la qualité de tes questions, ça m'a permis d'aborder des sujets qui me tiennent à cœur, et ça, je te remercie. J'ai trouvé... Ce que je dirais, c'est... Je crois vraiment qu'on est nos pires ennemis. Ça vient un peu en lien avec la peur. J'aimerais peut-être partager avec les personnes qui nous écoutent, si c'est utile pour elles, de vraiment de poser la question, qui prend les décisions dans leur tête ? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est leur peur ?
Et vraiment de se faire confiance, en fait, de pas trop se poser la question du quand dira-t-on. C'est peut-être cliché comme conseil, mais ça fait toute la différence. Parce que finalement, ça part de la peur du regard de l'autre. Et c'est quand on s'en affranchit que tout le monde vous trouve cool. Et peut-être une dernière chose, c'est quelque chose dont j'ai parlé hier, c'est donner à voir le côté il faut que je montre que je suis forte, que je suis fort. Il ne faut pas que les autres voient que je saigne. Et en vrai, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pensé. Je crois qu'aujourd'hui, si j'étais encore dans cette injonction, je me dirais en fait, sois comme t'es. Parce qu'en fait, je crois que la puissance, le pouvoir, c'est pas dans une posture. Tu l'as dans tes yeux, tu l'as dans la manière dont tu parles, la manière dont tu te tais. Les silences disent beaucoup. En fait, c'est avoir du pouvoir, voilà, c'est pas tant une posture, c'est aussi se connaître, avoir confiance en soi. Et même quand on fail, en fait, et au pire, tu échoues. Moi, par exemple, là, en ce moment, je suis sur un gros challenge personnel et j'ai peur d'échouer. Et je deal avec ça. Et je me dis, OK, tu sais quoi ? Prépare-toi aussi à l'échec. Et si tu échoues, j'ai une exigence envers moi-même. Si j'échoue, c'est d'échouer avec dignité et grâce. Bien sûr. C'est-à-dire que, OK, faire. Pas de problème. Je vais vivre, je vais accueillir, je vais courir vers mon échec. Je vais l'embrasser et dire, tu sais quoi ? C'était notre histoire. Et on va transformer ça. Et ça, si quelque part ça peut parler à quelqu'un... je pense que c'est fantastique parce que moi, ça, c'est vraiment... ça change vraiment le jeu pour moi. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Inès. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.